Bonjour et bienvenue dans le 11e épisode du podcast Café Noir et Tableau Blanc par le Bon Trait d'Union. Dans la vie, nous sommes des créateurs de contenu et comme je dis souvent, nous racontons l'histoire des gens aux autres gens. Mais cette fois-ci, ce que nous allons vous présenter, c'est notre histoire. Dans ce podcast, on aborde des sujets qui nous touchent, qui nous rejoignent et dans lesquels, on espère, vous vous retrouvez aussi. Que vous nous écoutiez sur Spotify, YouTube ou le site de lebontraitdunion.com, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous aimez ou que vous souhaitez partager des idées de sujets ou même vos impressions. Sujet du jour, un yoga. Des yogas? Quel yoga? Alors cette discipline connaît un succès grandissant qui ne se dément pas en cette période de confinement. Moi j'ai voulu creuser un peu le sujet. Phénomène de mode, reliquat utopique d'un monde meilleur ou bien façon de vivre ou encore tout ça à la fois, je me suis demandé comment cette discipline vieille de plusieurs milliers d'années s'était frayé un chemin pour nous montrer la voie. Sans plus attendre, mon invitée du jour, c'est Nancy Lemieux, fondatrice de Loka Yoga, professeure de yoga notamment dans le studio Idolem que je fréquente, et je la retrouve maintenant en ligne, vous l'aurez compris. Je la respecte beaucoup, Nancy a ce don d'associer le corps et l'esprit à la pratique. Et je n'ai rien contre le sport, le style fitness, qui d'ailleurs peut dire dans les postures de yoga, qu'on se le dise. C'est juste que j'aime donner un sens à ce que j'entreprends. Et pour ça, Nancy est tout indiquée, entre sa grande expérience et sa personnalité pétillante. Bonjour Nancy. Bonjour, namasté. Alors vous l'aurez compris, je pratique le yoga moi aussi, mais c'est avec des yeux aussi neufs et curieux que possible que j'aborde ce sujet. Un pied comme une néophyte, un pied sur le tapis. Alors Nancy, j'aimerais déjà qu'on voit avec toi ton parcours, ton cheminement. Comment est-ce que tu es arrivée à être professeure de yoga? Ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'était un long processus par des expériences de vie que j'ai vécues tout au début de mon enfance. À partir de l'âge de 7 ans, j'ai commencé à faire des crises de panique, de l'anxiété. Donc, à travers ce processus-là, ma mère m'inscrivait à tous les sports imaginables que je pouvais faire pour apaiser ce stress puis les crises d'anxiété. Donc, à travers le sport, ça me faisait du bien, mais c'était sur le moment que ça me faisait du bien. C'est comme si le bien-être restait pas à l'intérieur de moi, tu sais, s'estomper, comme on dit. Ça s'évaporait en même temps que l'effet du sport partait, Oui. C'était quelque chose de très marqué dans le temps, puis hop, ça disparaissait. Après, c'était comme si ça restait pas. C'était tangible sur le moment, mais par la suite, les bienfaits, comme tu dis. C'est évaporé. Puis est-ce que, et puis du coup, ton état de stress général restait plus ou moins le même en fait? Oui, j'étais constamment comme en mode de survie. À l'âge de 7 ans, d'être comme en mode de survie, ça devient lourd avec les années. Et puis, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine du marketing direct, donc je viens de ce créneau-là, tout est pour hier. Il y a beaucoup de pression, comme dans bien d'autres travails, le stress, la performance, on veut être bon, puis on veut donner notre 100%. Donc, j'ai réalisé que j'avais besoin de gérer mieux mon stress. Puis, au fur et à mesure que la vie avançait, mes crises de panique et mes angoisses prenaient de l'ampleur de plus en plus, à un tel point que ça contaminait ma vie, là. Puis comme tu disais aussi, c'est vrai que c'est des domaines très stressants. Parfois, on prend pas le temps de s'écouter et parfois le corps nous oblige à l'écouter en disant ça ne va plus, fais quelque chose. Et c'est un petit peu ce qui s'était passé pour toi, c'est ça? Oui, écoute, à partir de l'âge de 23 ans, pour vraiment gérer mieux mon stress, j'ai commencé à faire du yoga une fois par semaine dans une salle communautaire avec un professeur merveilleux. C'est grâce à elle qui m'a permis de vraiment aller chercher tous les bienfaits. Parce que à mon premier cours, j'ai senti que le yoga pouvait m'apporter un support et à mieux gérer le stress, la pression. Parce que tu sais, un bon stress, c'est sain. Mais quand le stress, il devient malsain, c'est là que tu as besoin d'outils. Autant aussi pour la pression, tu sais. Une bonne pression, c'est le fun, tu sais, ça t'amène de l'énergie, mais quand tu es toujours dans une mauvaise pression, puis tu as de la difficulté à bien la gérer, ça devient malsain aussi.
C'est ça, ça devient drainant. Puis c'est vrai que j'aime beaucoup quand tu dis, tu cherchais des outils parce que je pense que personne n'aime ça, se sentir mal ou se sentir sous ce stress incontrôlable ou dans l'anxiété ou et c'est drôle parce que quand on discutait, pour toi, ton changement de carrière, c'était drôle, tu me disais: «Quand ça allait bien et je faisais du yoga et puis ça allait bien, j'ai laissé le yoga, puis finalement j'ai dû y revenir en quelque sorte». Effectivement. Tu sais, quand tu vas moins bien, tu dis, OK, ben, je vais aller faire un peu de yoga, je vais m'installer sur mon tapis, je vais aller en cours de groupe. Ça me faisait du bien. Puis quand ça va bien, tu laisses tout ça de côté. Puis, OK, tout va bien. Ah, là, ça va moins bien. Ah, OK, j'ai besoin de yoga. Donc, ben, de temps à autre, je revenais sur ma pratique. Après, ben, je repartais. Et c'est un autre événement qui est arrivé dans ma vie que j'ai réalisé que le yoga devrait faire partie de ma vie. C'est un support. C'est là que le déclic s'est fait. C'est en l'entour de 2000. Dans les années 2000, j'ai réalisé que vraiment, là, c'était un support pour m'aider à vivre les expériences de ma vie. Et on a tous besoin d'un support. Et moi, c'est grâce au yoga. Puis j'aime ça aussi quand on discute parce que c'est une sorte de peut-être de pas de faiblesse, mais de vulnérabilité que dire voilà, à un moment donné, je me suis rendu compte, j'avais besoin de quelque chose d'autre. Pour toi, dans ton cas, c'était le yoga. Et c'est vrai qu'on oublie souvent, mais ben, un prof de yoga n'est pas déconnecté de la vraie vie, n'est pas déconnecté d'une anxiété, d'un stress qu'on peut tous vivre. La personne qui est prof de yoga n'est pas sur un petit nuage de zénitude tout le temps. Non, on n'est pas au-delà de tout ça. Moi aussi, je vis des tensions, du stress, de la pression. Même si je suis professeure de yoga, je ne vis pas seulement sur un tapis de yoga. Je dois gagner ma vie. Je dois aller chercher des contrats. Je dois me démarquer d'un sens sans que ça devienne une compétition. Mais à quel endroit que je suis bien quand j'enseigne, tu sais. C'est beau enseigner, mais faut que tu sois bien aussi aux endroits que tu enseignes. Il y a pas juste l'argent. Il y a une décision qu'il faut que tu prennes dans ta vie à un moment donné quand tu décides d'être professeur de yoga. Ben, dans mon cas, à moi, il y a des choses que j'ai dû, je dis pas que c'est des sacrifices. C'est des choses que j'ai dû changer dans ma vie pour avoir ce privilège-là d'enseigner ma passion puis mon amour du yoga. Puis c'est intéressant parce que quand tu dis: «Je suis pas juste sur mon tapis, je dois aussi aller, entre guillemets, me vendre», c'est ça et derrière, il y a toute une réalité que, dans le fond, c'est tu es un travailleur autonome, tu vis aussi, la pression, tu dois effectivement, développer ton activité économique et puis on en parlait, tu viens du monde du marketing donc bah, peut-être que tu as certains réflexes qui vont t'aider dans certains domaines pour développer ta propre, entreprise, mais tu en as d'autres quand même que tu dois aller chercher, travailler, j'imagine? Effectivement, la partie du marketing direct m'a amené à développer mon entreprise. Tu sais. Quand j'ai décidé de vouloir enseigner à temps plein, c'est quand je suis revenue de mon voyage en Inde qui était révélateur pour moi. Et je me suis dit que j'avais plus de temps à perdre. Donc, c'est là que j'ai décidé en 2012 de partir avec mon petit bonheur et de propager cet art de vivre qui a changé ma vie. Si je recule un peu, j'ai toujours eu le côté maternel de vouloir aider les gens. Et j'ai réalisé que par cette porte qui est le yoga, euh, je me disais, pourquoi garder ça juste pour moi? J'avais le goût de le partager. Donc, en 2012, j'ai décidé de quitter ma carrière de 20 ans en marketing direct et de partir avec mon petit bonheur puis de dire, OK, j'y vais tranquillement. Puis tout le bagage que j'avais en marketing direct m'a amené aussi à avoir des bases solides. Tu sais. Moi, j'ai commencé en milieu d'entreprise, donc j'ai côtoyé des ressources humaines, j'ai côtoyé des gens au niveau des relations pour les employeurs employés. Donc, ça m'a amené aussi un beau bagage. Ça, c'est intéressant parce qu'un prof de yoga, c'est pas seulement en studio. Quand je faisais un petit peu de recherche pour voir ton parcours justement, je me rendais compte que, c'était très diversifié les aires où tu intervenais en tant que professeur de yoga. Moi, je t'ai rencontré dans un studio, mais c'est pas juste en studio qu'on va te trouver. Non, je ne suis pas juste en studio. Je suis en yoga en entreprise. Je développe des ateliers et des cours pour les employeurs. Ça peut être un cours anti-stress,
Ça peut encore augmenter leur énergie, leur efficacité. Donc, je travaille beaucoup en collaboration avec les entreprises pour créer des cours de yoga pour les employés parce qu'il y a des grandes études qui s'est fait qu'il y avait beaucoup de bienfaits d'installer le yoga en entreprise. Le stress, mieux gérer le stress. Comme moi avoir eu du yoga dans mon parcours en yoga en entreprise, ça aurait peut-être fait une différence. J'aurais eu des outils. Ah non, me dis pas ça, t'aurais peut-être pas été ma prof de yoga, on se serait pas rencontrés. Ah non. mais justement, on parle de cheminement de la vie, de pilote intervenant en entreprise. J'imagine que comme tout le monde, pas mal en ce moment, la pandémie affecte l'activité de ton entreprise et peut-être la façon aussi dont tu traites le yoga. Moi, je sais que je continue à profiter de tes enseignements en ligne, mais par rapport à tout ce qui est yoga d'entreprise et puis même l'enseignement en ligne, on y reviendra. J'imagine que tu as dû t'adapter beaucoup. Comment est-ce que ça se passe au niveau, par exemple, des entreprises maintenant? Est-ce que c'est fini? Est-ce que tu donnes en ligne aussi? Non, en ce moment, on a pris un temps de pause pour les entreprises, le temps qu'eux se réorganisent aussi dans ce confinement. Donc, on a pris un temps de pause. On prend le temps de voir qu'est-ce qui va être bien pour eux. Et par la suite, on va voir aussi les étapes du confinement. Est-ce que à partir du 4 mai, est-ce qu'il va y avoir des entreprises qui vont revenir? Donc, tout dépend de la façon que ça va se présenter. En yoga d'entreprise, on a pris un temps de pause pour voir comment les gens vont s'ajuster. Et par la suite, on va trouver un plan B. Il y a toujours un plan B. Il y a toujours une solution. J'aime ton optimisme. J'adore. Il y a toujours un plan B, il y a toujours une solution, mais des fois, faire les choses trop rapidement, t'as pas le temps de prendre du recul. Donc, prenons du recul. Prenons le temps de se déposer, le mot déposer, de voir, OK, c'est comme ça que ma vie va se présenter en ce moment à court terme. Et après, bon, on verra pour adapter la pratique en yoga d'entreprise pour les employés. Et alors, au niveau du yoga, parce qu'on discutait, toi, tu avais eu un studio, puis finalement, tu as décidé que tu préférais un peu le côté nomade d'être prof de yoga d'un studio à l'autre, de yoga entreprise aussi. Bon, et là, au niveau des studios, grosse adaptation, les cours en ligne. Alors moi qui ai déjà suivi, je sais pas si parmi nos auditeurs, il y en a qui ont suivi des vidéos de yoga sur YouTube. Bon, c'est très bien, ce sont des bons guides, mais moi je trouve que c'est vrai que quand on a un rendez-vous, même si c'est en ligne, c'est beaucoup plus vivant, il y a une énergie qui est très différente, mais moi je le vis du côté élève, je dirais. Toi, au niveau professeur, qu'est-ce que ça t'a demandé comme adaptation, puis comme peut-être nouvel état d'esprit pour aborder ces cours-là? Ben, en ce moment, la réalité, c'est de pouvoir continuer à enseigner. Je te dirais que j'ai dû me faire plus confiance. Ça a travaillé ma confiance en moi. Puis le lâcher prise aussi sur que je peux pas contrôler virtuellement. Hein? Tu sais, il y a des choses que en ce moment on peut pas contrôler. Ben, comme moi, le yoga, c'est un enseignement qui se vit, qui se partage en groupe ou avec une personne en privé. Et j'ai dû m'adapter de façon en me disant OK, lâche prise, enseigne avec ton cœur et laisse aller les choses. Et puis aussi, tu sais, c'est au-delà aussi de pas voir les gens, pas juste l'énergie. Est-ce qu'ils sont dans une bonne posture? Parce que, tu sais, quand moi, je vois les gens, je ressens, je vous observe, je regarde votre visage, qu'est-ce que vous dégagez sur votre tapis de yoga. Moi, ça m'en dit beaucoup comment vous emmenez dans votre pratique. Et en sachant pas comment vous vous situez sur votre tapis, ben moi, j'ai peur que vous vous blessez. Tu sais, moi, j'ai l'instinct de est-ce qu'ils sont dans la bonne posture? Est-ce qu'ils ressentent vraiment? Est-ce qu'ils m'ont bien compris pour bénéficier au maximum du bienfait de la posture? Ça va au-delà de tout ça, de garder une posture, pour moi, là. Parce que c'est tellement vivant, c'est un enseignement que, tu sais, si moi je vis en ce moment du lâcher prise dans ma vie, ben je vais le partager sur mon tapis de yoga avec mes yogis.
je vais partager de la façon comment j'interprète le lâcher prise. Tu sais. Je dis toujours que j'enseigne toujours qu'est-ce que j'intègre dans ma vie, qu'est-ce que j'intègre pas dans ma vie. Moi, je suis qui pour enseigner quelque chose que je n'ai pas mis dans ma vie. Mais ça, c'est ma perception. Et puis j'aime ça parce que c'est aussi une forme d'honnêteté que de te dire, bon, bah, je transmets ce que j'ai essayé aussi, je vous le donne. Puis là, on parlait de toutes ces adaptations, je dirais, logistiques, d'organisation. Après, tu disais aussi, bon, du lâcher prise. Tu m'avais dit aussi de réviser tes attentes, de plus avoir les mêmes attentes. Mais j'imagine que quand tu vois les commentaires qui fusent après les cours, ça doit quand même te rassurer aussi sur comment ça s'est passé. Ben, c'est sûr, tu sais, quand les gens prennent le temps de dire « Ah, merci Nancy, c'est bien, c'est différent qu'en studio, mais on ressent ton énergie. » Écoute, c'est ma paye, là. C'est comme, OK, ça me donne le boost, l'énergie pour continuer. Parce que, tu sais, moi, personnellement, je ne faisais pas du yoga virtuel. Je me déplace. Tu sais, moi, j'ai besoin d'une pratique personnelle. Donc, quand je fais ma pratique personnelle, c'est pas nécessairement toute seule sur mon tapis de yoga. Je me déplace aussi dans un groupe pour recevoir toute cette belle énergie, puis recevoir l'énergie du professeur. Tu sais, chaque professeur a son essence, a quelque chose à nous enseigner. Donc, pour moi, de me retrouver virtuellement face à une caméra, oui, j'ai laissé beaucoup d'attentes, là, mais quand les gens me fait des petits coucous, me disent « Ah, Nancy, merci. Ah, OK. On va continuer. » Puis là, on parle de tout ce qui est l'organisation, mais d'un point de vue plus personnel. Puis on a commencé cette entrevue comme ça en disant un professeur de yoga n'est pas déconnecté de la réalité que nous vivons tous. Évidemment, la pandémie, le confinement sont des faits qui maintenant rythment ta vie, toi aussi. Est-ce que l'enfermement, est-ce que le climat anxiogène vont aussi affecter ou teinter la pratique en tant que telle et donc bien sûr l'enseignement que tu vas donner en ce moment? Ben, c'est sûr que le confinement, chacun d'entre nous, on vit ça différemment, le confinement. Il y a des gens qui trouvent ça un petit peu plus difficile, puis il y en a d'autres, ben, ça fait partie de leur cheminement de façon à dire, OK, j'en profite dans le confinement, je vais faire des choses que je ne ferais pas et je fais maintenant, ou des choses que je me disais, ah, je vais le faire tantôt, mais là, maintenant, on n'a aucune raison pour ne pas les faire. Donc, c'est sûr que quand on se sent pas bien, la réaction du corps, c'est de pas rien faire non plus. Ça demande une énergie à dire, OK, je m'installe sur mon tapis. Puis moi, je dis toujours, quand tu te sens pas bien, c'est là que tu as besoin de faire quelque chose. C'est le moment de t'installer sur ton tapis, parce qu'on là, on parle du yoga. Je dis toujours à mes élèves, quand tu veux pas venir à ton cours, mais c'est là que tu devrais venir. C'est là que tu en as plus de besoin. Donc, dans le confinement, il y a des gens que ça va être plus difficile pour eux de trouver une routine parce qu'ils perdent tous leurs repères. Et de retrouver un repère, ben c'est pas, ça se fait pas facilement pour certaines personnes dans le confinement. Puis c'est drôle parce que tu vois, tu disais tout à l'heure, ta vie, ça a commencé par une relation plutôt, disons, infidèle avec le yoga. Parfois oui, parfois non. Disons, c'était irrégulier. Et c'est drôle parce que c'était un petit peu la même chose pour moi. Puis je t'avais dit, je pense que de t'avoir eu sur la route de mon enseignement, pour moi, ça avait permis de voir le yoga non pas comme une béquille quand j'en avais besoin, mais plus comme le bâton du pèlerin qui m'aidait à avancer. Et justement, je voulais voir avec toi, pour les gens qui nous écoutent, qui n'auraient pas encore fait de yoga, à quel point la place du professeur est importante, à quel point, si on n'est pas à l'aise avec l'un ou avec l'autre, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'aise avec la discipline, mais peut-être plus avec la façon dont la personne va nous le transmettre. Moi, je te dirais que chaque professeur, chaque studio a son essence et véhicule de la façon comment qu'ils perçoit le yoga. Dépendamment de leur vécu, leur expérience. Moi, je dis toujours que chaque professeur a quelque chose à nous enseigner et c'est pas à un cours de yoga que tu sais si tu as aimé ou tu n'as pas aimé. Moi, je dis toujours de persister, d'aller chercher qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, en cours de route, tu vas avoir côtoyé un professeur
qui va t'avoir apporté le lâcher prise, exemple. Et à un moment donné, ben, dans ta vie, le lâcher prise, tu l'as intégré, puis ça va bien, puis ça coule bien, c'est fluide. Il y a d'autres moments, tu vas rencontrer un autre professeur qui va t'enseigner autre chose, puis t'en as vraiment besoin. Puis, il y a tellement de types de yoga qu'il faut expérimenter, parce que le yoga, comme je disais, c'est vivant. Je vais te donner un exemple. J'ai eu une période dans ma vie où j'avais besoin plus de yoga physique, d'enlignement. Et là, en ce moment, dans ma vie, j'ai besoin plus de douceur, plus de yin. Donc, c'est vraiment, c'est vivant. C'est dépendamment qu'est-ce que tu vis en ce moment dans ta vie à court terme, moyen terme. C'est d'aller explorer le yoga. D'explorer aussi avec les professeurs. Puis ça, ce que tu disais aussi, c'était que toi-même, tu avais été surprise la première fois où tu avais fait du yoga, parce que ceux qui ne te connaissent pas, tu es quand même une personne très dynamique, avec Oui. beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain. Et effectivement, des fois, on peut regarder le yoga en se disant « Oh là là, non mais moi j'ai besoin d'un truc qui me fasse bouger ». Mais en fait, dépendamment à la fois du professeur et du type de yoga, on peut se retrouver à être tout à fait en sueur. Moi, je le témoigne, hein, j'en témoigne. Fait qu'il y a différents types de yoga, peut-être Oui. de pas l'aborder avec peut-être des préjugés. Non, effectivement. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'élèves qui me partageaient, moi, à mon premier cours de yoga, j'ai pas aimé ça. Puis, ils ont arrêté. Puis, par la suite, bon, ils ont redécouvert le yoga. Et puis, ils ont dit, ben, j'aime ça. Mais c'est parce qu'ils ont trouvé le type de yoga en ce moment qui est bien pour eux, tu sais. Peut-être le premier cours qui était pas au bon endroit, c'est pas nécessairement que le professeur n'est pas bon, tu sais. Moi, je dis toujours que chaque professeur a quelque chose à enseigner, mais c'est juste que la première fois que tu étais sur ton tapis, peut-être que c'est pas ça que tu avais besoin. Donc, de vraiment d'être curieux, d'explorer et d'aller aussi se renseigner aussi sur les cours, sur les types de cours, de façon comment qu'on se sent aussi, d'être à l'écoute de nos besoins. Puis là, on parle, donc clairement, oui, il y a beaucoup de yoga différents, il y a beaucoup de façons de l'expérimenter, de le vivre, de l'enseigner. Puis là, il y a des grands noms qui peuvent nous venir en tête, comme le Hatha, le Ashtanga. Bon. Mais au-delà de ça, ma question, c'était le yoga en tant que tel, qui a déjà plusieurs milliers d'années, qui a de l'expérience comme discipline, on va le dire. Est-ce que aujourd'hui, ce qu'on va trouver, par exemple, en Amérique du Nord, c'est une version peut-être édulcoré de ce qu'il pouvait y avoir à l'origine? Est-ce que le yoga s'est adapté à nos vies modernes? Ou est-ce qu'il y a une discipline qui vient et qui reste inchangée d'une certaine façon? Ben, c'est sûr que pour les Nord-Américains, on l'a adapté. Parce que on est dans un air que tout va très vite. Les gens sont crispés, les gens sont tendus. Donc, par les types de yoga et par la façon de véhiculer le yoga, c'est sûr qu'on l'a adapté. Mais tu peux retrouver la pureté du yoga dans certains endroits qui enseignent vraiment l'essence du yoga. Parce que je te dirais que dans un cours d'une heure ou 1 heure et demie, on peut pas toucher à l'essence du yoga telle qu'elle est. Je vais te donner un exemple. Tu sais, le yoga, on dit que le yoga, c'est des postures de yoga. Non. Le mot yoga veut dire union entre le corps et l'esprit. Ça, c'est ça que ça veut dire, yoga. À travers le yoga, il y a 8 membres. Donc, les 8 membres ou 8 portes qui te dirigent vers des sphères que tu peux toucher dans ta pratique de yoga. Donc, quand que tu touches aux 8 sphères, ben là, tu touches à la pureté du yoga. Mais tu sais, c'est pas dans 1 heure et demie que tu peux toucher aux 8 membres du yoga. Tu sais, je vais te donner un exemple. Tu sais, les 8 membres de yoga, ben c'est faire de la méditation, c'est pratiquer ta concentration, c'est de pratiquer les pranayamas, les techniques de respiration. Et c'est de pratiquer aussi, on dit les yamas, les règles de conduite sociale. C'est de pratiquer aussi les règles de conduite morale.
Donc, à travers la posture, c'est grand le yoga. Là, on voit juste la petite pointe de l'iceberg. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, peut-être que la façon dont on l'a, c'est d'en toucher peut-être un petit peu de façon de toucher, tu disais, la pointe de l'iceberg. J'aime ça, mais ça n'empêche pas que dans ce principe-là, on peut appliquer le yoga en dehors de notre tapis. Puis on en discutait, tu me disais un petit coup de stress et puis hop, tu peux pratiquer des respirations n'importe où et ça, tu as les effets déjà. Je te dirais que pour moi, le yoga, puis ça, c'est chacun d'entre nous, chaque professeur a sa perception. Mais pour moi, le yoga, c'est une hygiène de vie. Chaque matin, tu brosses les dents. Ben, chaque matin, tu fais du yoga. Puis de faire du yoga, c'est pas nécessairement être sur ton tapis de yoga, juste le temps de prendre soin, de prendre conscience, de bien respirer, c'est de faire du yoga. On dit en yoga, juste de déposer en 2 respirations profondes, ça peut changer le parcours de ta journée. C'est de faire du yoga. Donc, c'est là vient la puissance du yoga. C'est là que le yoga vient nous supporter à l'extérieur de notre tapis, par la façon comment le yoga nous enseigne. Puis là, tu parlais tout à l'heure le yoga qui voulait dire le corps et l'esprit ensemble, l'union du corps et de l'esprit. Parfois, on peut avoir un peu peur quand on regarde de l'extérieur le yoga en se disant « Ouh là là, ça va venir avec des tas de trucs machin, de spiritualité. » Bon, est-ce qu'il y a peut-être un chemin ou des limites qu'on peut poser ou se rassurer sur justement ce que ça veut dire cette union du corps et de l'esprit et qu'on peut choisir aussi la spiritualité qui va avec notre pratique de yoga? Ben, bien sûr. Tu sais, quand on dit l'union entre le corps et l'esprit, ben, ça veut tout simplement dire de trouver ta propre équilibre, ta stabilité. Moi, je dis toujours que quand tu as un équilibre dans ta vie, tu as la santé. Oui, on a des petits bobos, des fois, parfois, on a des inconforts, on a du stress, de la pression, tu sais. Mais quand tu trouves la voie de l'équilibre, ça devient plus fluide dans ta vie. Donc, l'équilibre t'amène à être en union avec ton corps et ton état d'esprit. C'est une façon d'être en santé. C'est ça, mais ça veut pas dire parce qu'on va se mettre à pratiquer le yoga qu'on va virer hindouiste nécessairement. Oh mon Dieu, non! C'est vraiment... Ben non! C'est intéressant de voir qu'on peut prendre ce qu'on veut, Oui. on peut prendre un peu ce dont on a besoin, puis peut-être un peu... On aime ça chez Le Bon Trait d'Union, on est une équipe très multinationale, Oui. puis on se pose souvent la question de « Hey, toi dans ta culture et toi dans ton pays, comment est-ce que vous réglez ça, vous voyez ça ?» Puis le yoga, peut-être avec ses origines indiennes, va pas nécessairement nous emmener à sombrer dans quelque chose de différent ou quoi. On peut aller chercher ce dont on a besoin, en fait. Effectivement, comme exemple, moi j'adore le bouddhisme. Ben, moi je prends des choses du bouddhisme dans ma vie qui m'amènent de l'équilibre, qui m'amènent de la santé, qui m'amènent de la stabilité. Puis il y a des choses dans l'hindouisme, parce que l'hindouisme, elle vient du yoga, hein, ça vient de l'Inde. Donc, je prends les choses qui m'amènent mon équilibre, comme dans dans d'autres sphères si on parle de religion, parce qu'on parle de bouddhisme, on parle d'hindouisme, même la religion la religion catholique, absolument, ouais. Oui, tu sais, bon, donc moi je dis toujours d'aller chercher qu'est-ce qui te fait du bien. Qu'est-ce qui te fait pas du bien, c'est parce que t'en as pas de besoin. C'est correct. Puis c'est drôle parce que tu vois, moi je pense que peut-être spiritualité des fois fait peur, oui. Mais je pense que dans nos vies, on est capable de rentrer peut-être des notions spirituelles, des réflexes spirituels, sans vouloir mettre cette étiquette-là qui peut effectivement faire peur. Puis moi, je pense qu'une des plus belles choses que je dois au yoga, c'est d'avoir arrêté de dire progresser et d'avoir remplacé ça par cheminer. Parce que j'étais quelqu'un qui était très dans la performance, toujours. Puis pour moi, cheminer d'un coup a pris des airs de liberté où je pouvais explorer davantage de choses, alors que progresser, pour moi, au final, ça voulait surtout dire monter, puis quand tu montes, il y a un moment donné, tu vas descendre déjà. Et puis, c'était un chemin droit, alors que cheminer avait cette idée de peut-être plus exploratoire, plus incertaine, mais aussi plus vivante, en fait. Effectivement, c'est ça la voie du yoga. C'est
On dit en yoga qu'on veut voyager avec autant de légèreté que possible, au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie. Donc, on chemine. Et, tu sais, moi, je recule là juste 7 ans. Mais mon enseignement, j'enseigne pas de la même façon parce que j'ai changé, j'ai pris de l'âge. J'ai pas le même âge quand j'ai débuté en yoga. Là, 20 ans, de la façon que je voyais le yoga, la façon que je l'intégrais dans ma vie, ben, c'est différent aujourd'hui. Donc, le yoga t'amène à cheminer, puis d'aller chercher je reviens toujours à l'équilibre. Si tu installes l'équilibre dans ta vie, la fluidité, elle est là. Tu sais, moi, je dis toujours, attends pas que la vie soit stable, tranquille pour devenir zen. Tu trouves la zénitude dans le mouvement de la vie. Qu'est-ce qui change pas dans la vie? C'est le mouvement. Donc, voyage à travers ce mouvement-là. Et c'est ça aussi, le yoga. Moi, je sais qu'il y a pendant très longtemps, j'avais, je dirais, peur quand le professeur allait emmener le moment du Om. Puis vraiment, je sais pas, ça m'intimidait énormément. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du yoga ou qui n'ont jamais fait ou qui se posent cette question, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Moi, je pense que mon premier émerveillement, ça a été une fois en studio, ça m'est arrivé de sentir que ma poitrine vibre, puis de me dire oulala, c'est en train de me dépasser, ça sort de mon corps, c'est spécial. Puis je sais que, bon, on le fera pas là pour le podcast parce qu'avec les micros, ça peut être compliqué, mais même quand on fait les cours en ligne, par exemple, toi, tu es un professeur qui termine souvent tes pratiques par ce Om. Est-ce que tu peux démystifier un petit peu qu'est-ce que c'est ce Om? Ah, le Om. Le Om, c'est une façon de revenir à soi, de se connecter avec cette vibration. C'est une façon, le Om, le Om aussi, c'est un mantra, c'est un chant. Et ce chant-là, le Om, c'est de revenir à l'essence du yoga. Et c'est pour ça que je termine avec le Om, parce que moi, le yoga a changé ma vie. Donc, c'est de l'honorer, c'est d'avoir de la gratitude et de me connecter à la fin et de dire merci. Merci d'être là. Merci de me supporter. Merci de me donner les outils. les outils pour cheminer puis avancer dans ma vie. Alors, on vous l'a dit, on va pas le faire au micro, mais ce sera pareil, un petit peu notre mot de la fin. Je voulais l'avoir parce que justement, je sais que ça fait partie souvent des questions que les gens peuvent avoir ou même des craintes, mais honnêtement, pour l'avoir expérimenté, je vous le souhaite. Essayez-le librement. Je dirais, parfois, on n'ose pas quand on est grand lâcher des cris ou des sourires ou se lâcher, et je pense que c'est vraiment un des sons, quand tu nous le fais faire, qu'il faut accepter de pas avoir peur de quand dira-t-on, quelqu'un qui est dans la pièce à côté de soi ou quoi, et vraiment de le faire. Et ça aide énormément, mais je trouve que... Puis là, le yoga, c'est peut-être aussi quelque chose qui nous aide qui nous permet de travailler là-dessus, de lâcher prise sur nos préjugés puis nos habitudes. Oui, effectivement. Mais je crois que c'est de l'inconnu pour les personnes, hein. C'est de s'installer et à laisser vibrer un son. On se pose la question, ça fait quoi? Est-ce que je le fais bien? Comment je devrais le faire? On rentre aussi dans la performance de dire, OK, mais juste de laisser vibrer cette vibration-là, c'est aussi de revenir à soi. C'est de revenir aussi, le haut, on dit, c'est revenir dans sa création. Puis c'est drôle parce que tu vois, je terminerai ce podcast avec une petite anecdote. Moi, j'ai gardé une petite fille, puis elle avait 3 ans à l'époque, Eugénie, et c'est une petite fille qui dans la vie avait eu des gros problèmes de santé à la naissance. Et quand je la gardais, à un moment donné, je la trouve sur la petite table basse, assise confortablement, les 2 mains bien posées sur la table, et puis elle éclate de rire. Elle éclate de rire, mais vraiment ce rire franc qu'ont les enfants. Et puis, je lui demande, mais enfin, que fais-tu? Et elle me répond avec la plus grande évidence du monde, et elle me dit, je me fais du bonheur. Oh, wow! Et j'avais trouvé ça très fou parce que c'était une sorte de sagesse qui émanait de ce petit corps de 3 ans, je me fais du bonheur. Et je pense que ça m'a ramené aussi à, non, le bonheur, il n'arrive pas tout seul, il faut le regarder. Puis si on pose pas les yeux dessus, puis qu'on va pas là-dessus, c'est difficile de l'avoir. Puis c'est un peu tout ce qui va avec ces sentiments de gratitude dont on parlait aussi, qu'il faut le travailler, faut le voir. Oui, ça se cultive. On n'est pas avec le bonheur.
Et ça se travaille. Il y a des gens qui l'ont plus facilement, puis il y en a d'autres, c'est plus difficile. Et ça veut pas dire que les gens qui l'ont plus facilement, que c'est plus facile d'être heureux. Pas nécessairement. C'est comme moi, je dis toujours que le yoga m'a amené à développer une belle boîte à outils. Et je suis pas au-delà de ça. Il y a des matins que je me réveille et je me dis, est-ce que faut que je respire? J'ai des petites boules dans le ventre. Mais j'ai peut-être développé le réflexe plus vite qu'une autre personne de dire, OK, oui, j'ai des émotions aujourd'hui. Oui, j'ai de la misère. J'ai une respiration saccadée pour peu importe les raisons. Mais je vais tendre mon bras et je vais aller chercher mon outil que j'ai besoin plus rapidement. Parce que oui, je l'accepte, cette émotion-là, mais je suis pas obligée de rester. C'est la même chose, le bonheur. Tu sais, quand t'es pas bien, t'es pas obligé de rester dans ce malheur ou dans cet inconfort. Ça se cultive, ça se travaille. Et c'est un travail de tous les jours. C'est ça la vie aussi. Hein, on est dans un corps humain pour cheminer, pour avancer. Écoute, oui, absolument. Puis sur cette belle note, je te remercie beaucoup, Nancy, de t'être prêtée au jeu de mes questions. Ça a été très riche en apprentissage, en beaux échanges. J'apprécie énormément cette belle énergie que tu as. Puis j'espère qu'on aura peut-être donné le goût et sinon la curiosité pour ceux qui n'étaient pas sûrs d'aimer ça, d'aller essayer, tester. Oui. Ceux qui avaient testé, qui avaient pu être déçus, peut-être de revenir, de réessayer une autre fois. Et puis ceux qui aiment déjà ça, tant mieux si ça a pu répondre à des questions ou en susciter d'autres. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, Hélène. Merci, c'était un bonheur et une belle expérience parce que j'ai pas l'habitude et voilà. Des entrevues, donc c'était un plaisir pour moi de partager cette passion et cet amour que j'ai. T'as bien fait ça, c'était parfait. Et puis d'ailleurs, pour tous ceux dont la curiosité aura été piquée, vous pouvez retrouver Nancy. Donc elle a une page Facebook, elle a un site internet, une page Instagram. On va vous mettre tout ça dans les notes des bas de ce podcast. Nancy, je sais que tu m'as aussi fourni une très très large bibliothèque, suggestions de titres, de livres, de musique. Donc ça, c'était vraiment super. On va tout mettre aussi en bas dans les notes du podcast. Alors je sais pas si vous avez pu, chers auditeurs, ressentir la beauté de ce moment, mais j'en profite pour vous remercier d'être là à chaque épisode, plus nombreux, parce que pour nous c'est un magnifique encouragement de poursuivre ce projet. Alors vraiment, merci. Comment nous suivre sur les prochains épisodes de notre podcast? Et bien sûr les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, le site internet de Le Bon Trait d'Union. Et pour toutes les mises à jour et récentes publications, je vous inviterai à vous abonner. Alors, comme toujours, je dis à très bientôt, prenez soin de vous, et cette fois-ci j'ajouterai Namasté. Namasté. 大きな木が呆れてる花を咲かせるずっと前に